Bonjour les amis, là on va parler d'attachement traumatique, on va parler de... Enfin on, c'est pas moi qui vais parler, je vais laisser la parole à Stéphane Schillinger parce que j'ai écouté une interview de lui. Je trouvais beaucoup de justesse dans ce qu'il pouvait raconter. À voir si ça vous parle ou pas, bien entendu, hein. On reste toujours libre de ce qu'on dit, de ce qu'on entend et de ce qu'on a envie d'en tirer. Et il parle d'assertivité. Et voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. On parle ces temps-ci beaucoup de trauma et c'est une bonne chose. On commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet de comment finalement nos mécanismes interviennent dans nos vies, dans nos relations. Et je trouve très très bien qu'on élargisse tout ce cadre et que des gens se mettent à étudier tout ça, à remettre en question des choses, revoir les choses autrement. C'est toute une exploration et une exploration par nature. Ça nous emmène, ça nous emmène un peu partout et l'idée c'est de rester flexible et ouvert et de voir un peu mais qu'est-ce que peuvent m'apporter les différentes choses que j'entends, les différentes dernières études scientifiques. Moi, je pense qu'on peut apprendre aussi bien de quelqu'un qui relate son expérience que d'études scientifiques. L'important est surtout de rester éveillé à ne pas, tout simplement, ne pas être sur une méfiance défensive qui ne permet absolument à rien de passer, et pas non plus absorber absolument tout, comme si tout était juste et vérité. D'ailleurs, on n'a peut-être pas tous besoin d'entendre exactement les mêmes choses, et et c'est bien que chacun puisse se nourrir de ce dont il a besoin, d'apprendre, et c'est aussi bien que chacun puisse se délester de ce qui l'encombre. Et on n'a pas tous exactement le même tri à faire, c'est-à-dire que une fois qu'on aura fait ce tri, sachant que cette chose-là prend sans doute toute une vie, hein, l'important c'est, selon moi, de faire un bon tri au départ quand même, hein, mais de le faire en douceur, malgré tout, de le faire de manière volontaire, enthousiaste, curieuse et d'en faire une priorité. Voilà, pour moi, ça me semble être quand même primordial. Notre santé mentale, selon moi, est quelque chose vraiment de primordial. Quand on ira sur le palier de chacun, on n'y verra pas forcément tout à fait les mêmes choses. Pour autant, nous sommes des humains, donc il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver en commun, pas tout à fait avec les mêmes formes. Et c'est ça qui fait qu'on est des êtres interreliés. C'est qu'on ne trouvera pas tout à fait les mêmes choses pour chacun, mais que si on va regarder pour l'humanité entière, on trouvera beaucoup de choses communes malgré tout. Malgré nos différences de culture, malgré nos différences de religion, malgré nos différences de manière de s'habiller, de manière de parler, de type d'activité, malgré tous nos différents choix, tout ça, c'est la psyché, ça reste un truc grandement commun. Comme dit Marshall Rosenberg, on a souvent des besoins communs et des stratégies différentes pour répondre à nos besoins. Mais encore faut-il savoir quels sont nos besoins et d'avoir été introspecté sur c'est quoi mes besoins, parce que si je ne connais pas mes besoins et que je demande à quelqu'un de répondre à mes besoins sans savoir vraiment lesquels ils sont et sans avoir déjà au préalable essayé de répondre moi-même à mes besoins, c'est sûr que ça va coincer. Et on en est tous là, hein. On en est tous là. Alors c'est parti pour Stéphane Schillinger. Je vous conseille d'aller écouter la vidéo, l'interview en entier. Elle est hyper chouette et je vous mets le lien dans le descriptif. Je vous conseille aussi de lire, en ce qui concerne l'attachement traumatique, il y a beaucoup de choses à voir, mais le livre Réveiller le tigre de Peter Levine, il en a écrit un autre. Les mots, au-delà des mots, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est pour le coup sur l'attachement traumatique et sur le trauma, ça reste à mon avis la grande référence avec Gabor Maté. Allez, bonne écoute à vous, ciao. Qu'on ne s'en rend pas compte et puis qu'il y avait des voiles qui se lèvent, une conscience qui émerge, on commence à pouvoir observer la chose d'un petit peu plus haut et de voir les choses un petit peu différemment. On parle aussi, j'aime bien, de transcendance de tout ça. Quand on arrive à transcender, c'est aussi qu'on peut peut-être regarder tout ce qui se passe d'un autre point de vue. Qu'est-ce qui est pour toi primordial, hein, pour se sortir de ce lien d'attachement traumatique? Qu'est-ce qui a été en tout cas primordial aussi pour toi, puisque je pense que ton témoignage est super intéressant. Je dirais dans un premier temps, la prise de conscience de ce que c'est que l'abus. Il y a une définition du dictionnaire, hein, mais il y a aussi comment ça pénètre dans le corps et dans les cellules, hein, à partir de
partir de quand est-ce qu'un abus commence? Qu'est-ce que le trauma? Qu'est-ce que la dépendance? Parce que souvent, on traverse la vie sans jamais mettre de définition, et donc sans jamais interpréter et sans jamais capter, sans jamais percevoir qu'un tel comportement qui est devenu complètement anodin dans mon couple est en fait du gaslighting, est en fait de l'abus, en fait une forme de perversion. Hein. Donc déjà, je pense que c'est la prise de conscience de certaines choses. Il y a aussi un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot assertivité. Chacun pourra aller regarder la définition d'assertivité et en regardant la définition d'assertivité, regarder ce que ça fait dans le corps que de lire cette définition. Alors je vais spoiler un petit peu le truc. Dans ce que je ressens de l'assertivité, c'est la capacité à exprimer distinctement et clairement son point de vue et ses besoins tout en respectant celui de l'autre. Et donc une personne qui est dans une situation de dépendance ou d'attachement traumatique, on va dire oh là là, il parle d'assertivité et puis l'assertivité me dit que je dois m'exprimer c'est moi qui dois respecter les points de vue de l'autre. Mais si je commence à sédimenter la chose, si je commence à descendre dans cette notion d'assertivité, je commence à comprendre que je peux m'exprimer sur mes besoins et mes points de vue tout en respectant complètement ceux de l'autre. Donc ça me raconte quoi? Ça me raconte que l'autre est en mesure, doit être en mesure de pouvoir s'exprimer en respectant les miens. Et c'est souvent ça qui est oublié. Et la notion d'assertivité, le fait de descendre dans cette notion, et quand je dis descendre, c'est essayer de la comprendre autrement qu'intellectuellement, permet de prendre conscience que qu'on peut coexister en partageant nos propres besoins sans qu'il y ait enchevêtrement des besoins de l'un et l'autre et sans qu'il y ait abus et sans qu'il y ait toxicité finalement. Est-ce que tu penses vraiment que voilà, deux personnes qui seraient dans cette forme d'assertivité réciproque peuvent vraiment sortir de leur attachement traumatique? Alors, quand on dit attachement traumatique, on parle bien sûr d'un attachement qui est délétère, qui cause plus de bien. Je ne suis pas en train de critiquer l'attachement, qui est indispensable, mais peut-être, et je parle pour moi surtout, devrait vers une forme d'attachement plus sécure, plus sain, à la fois plus respectueux et à la fois plus indépendant. Et donc, ça me parle beaucoup de communication non violente. Bien sûr. Beaucoup d'accueil, puisque souvent, ce que je constate dans les couples, c'est l'incapacité à accueillir l'autre. L'incapacité aussi à rendre l'autre responsable de ses émotions. Souvent, on se retient de faire part de nos besoins parce que cela va déclencher des émotions chez l'autre et que exactement comme nous étions enfants, je ne veux pas déclencher des émotions chez mes parents. Je ne veux pas blesser papa et maman, je veux leur plaire, je m'abstiens. Non seulement pour plaire, mais surtout pour ne pas faire vaciller mon univers. Ces deux individus-là sont les piliers ontologiques de ma représentation du monde. Si le pilier vacille quelques millimètres, c'est toute ma réalité, c'est tout mon univers qui vacille. Donc on est vraiment dans une question de survie qui reste dans nos cellules finalement. Et donc, je vais tout faire pour ne pas déclencher chez l'autre des émotions trop fortes. Cet autre avec qui j'ai terriblement besoin de venir en lien. Et donc, je suis dans une forme d'adaptation aux émotions de l'autre. Et c'est là, en fait, que les problèmes commencent à germer, puisque je ne peux plus être moi, mes besoins ne sont plus exprimés, donc forcément, ils ne sont plus écoutés, mais au moins, l'autre n'a pas d'émotion et mon monde ne vacille pas. Mais en même temps, je ne suis plus moi-même. Et donc, l'idée aussi... toujours dans cet univers de l'assertivité, c'est est-ce que je peux rendre à l'autre la responsabilité des émotions qu'il traverse par rapport à l'expression de mes besoins ou en face de l'expression de mes besoins. Voilà. Donc je pense que c'est des multiples prises de conscience à ces divers endroits qui permettrait de détoxifier certaines relations ou mieux encore, d'aller oser s'aventurer
dans des relations moins traumatiques, de les voir venir, faire confiance aux red flags. Hein, ça aussi, des fois, on rencontre quelqu'un, il y a des red flags partout. Hein, on le Surtout sait. dans le corps, le malaise. On le sait, on le voit, mais on y va quand même. Hein, parce qu'on a tellement besoin d'être en lien qu'on va lui passer tous ces red flags et on va dire non, mais moi, je vais le faire changer, évidemment. Et on va changer par amour, etc. Voilà, mais tout ça reste pour moi encore un grand domaine d'expérimentation, de narration. Alors de la narration, ça parle énormément dans le livre, puisque lors d'une rupture, on peut se laisser aller à une narration accusatrice ou culpabilisatrice. Ok, oui. L'autre est un bourreau, l'autre a été un abuseur, l'autre a été, comme c'est très à la mode, un pervers narcissique. Et bien sûr, moi, je suis du bon côté de la barrière, et le fait de raconter tout ça me permet de me construire déjà les bases de ma future reconstruction personnelle. Et donc, soit l'autre est absolument le diable, étymologiquement celui qui divise, soit dans une certaine mesure, eh bien, j'ai vraiment merdé, j'étais pas à la hauteur, je suis vraiment une merde, j'y arriverai jamais, je ne mérite personne. Donc on a cette polarisation de la narration, l'autre est horrible, moi je suis insuffisant, et souvent on alterne entre les deux. Et l'idée avec la sédimentation de la narration qui est survivaliste finalement, c'est une narration qui va nous aider à survivre, hein. C'est ce que l'humanité fait dans ses livres d'histoire, hein. C'est-à-dire qu'on va justifier là où on en est à travers un certain point de vue sur l'histoire. Et bien là c'est pareil. Et donc il y a une alternance, on observe une alternance entre l'autre est le fautif et moi j'ai pas été à la hauteur. Et à un moment avec la sédimentation on se rend compte que on a tous fait de notre mieux, que tout le monde était du bon côté de la barrière et que tout le monde a agi avec ses capacités, avec ses incapacités. À titre d'exemple, j'explique dans ce livre comment ma relation a été impossible à cause de la représentation de l'amour dans l'enfance. Moi, j'ai grandi avec 2 parents que je n'ai jamais connus ensemble et qui se sont profondément haïs. Et j'étais au milieu de ça. Donc, c'est quoi, moi, en tant qu'enfant, ma première représentation du couple? Tu te rends compte de la violence de la chose. Absolument. Et donc, ce que j'imagine et ce que je ressens de ma réaction survivaliste à cela, bah c'est qu'en fait, non, l'amour peut tout sauver. L'amour, plus d'amour entre mes 2 parents, aurait fait que mon enfance aurait été meilleure, moins douloureuse, moins violente, moins traumatique. La personne avec qui j'étais en couple a connu des parents, elle n'a jamais connu ses parents séparés, elle a connu un père extrêmement possessif et envahissant, et une mère extrêmement soumise et complètement dévouée à ses enfants. Les 2 sont morts de cancer, et elle décrit qu'en fait c'est le couple qui les a tués. Hein, ce côté fusionnel comme un noyau qui flétrit et qui fait que les 2 s'effondrent ensemble pour avoir été trop fusionnels. Hein. J'ai un pote qui dit la fusion amène à la confusion. Et donc c'est quoi le message que cette personne est là dans son enfance? C'est que l'amour est mortel. La présentation de l'amour, elle est forcément faite possession-soumission. Hein, c'est que ça. Et donc, on rentre dans une relation avec 2 narrations ontologiques sur l'amour qui sont fondamentalement opposées. Pour moi, l'amour peut absolument tout sauver et dépasse tout. Et pour elle, non, c'est un danger. L'amour ne résout pas tout. L'amour n'est pas le centre de la relation. Et d'ailleurs, je veux une relation avec beaucoup d'indépendance parce que je ne veux pas reproduire ce que papa et maman ont fait. Face à quoi le petit enfant en moi répond « Mais si, papa et maman peuvent tout faire pour revenir ensemble. C'est d'ailleurs ce qui va me sauver. » Et donc, voilà un autre exemple, voilà une autre manière d'articuler le propos sur quelle est notre représentation du couple et de l'amour dans l'enfance. Voilà, je trouve que c'est magnifiquement bien exprimé. Et en termes de... Je trouvais ça aussi intéressant de voir aussi ce que l'autre peut nous renvoyer.
l'idée que l'autre est une surface projective de ce qu'on n'arrive pas forcément à voir chez nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion avec tes mots? Ce qu'on n'arrive pas à voir chez nous, ou bien ce qui est inacceptable, hein, on veut Voilà, toujours c'est ça. du bon et du bien. Hein. Donc, quand j'ai quelque chose en moi qui est inacceptable, forcément, je vais le voir à l'extérieur. Hein. Donc, je vais prendre un exemple. S'il y en a un qui te vient, n'hésite pas. Après, peut-être dans le cadre de ton couple, justement, quelles ont pu être, toi, tes surfaces projectives avec cette femme qui t'ont envoyé à l'insupportable en toi? À titre d'exemple, ma grande narration, c'est elle n'est pas fiable, elle n'est pas mature. Mais en fait, si je vois quelqu'un que je qualifie d'immature et de pas fiable, ça ne dit rien sur elle. Ça dit tout de moi. On parle toujours que de soi. Donc, en fait, toi, t'es pas mature. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit déjà que je veux incarner la maturité. Hein? D'ailleurs, c'est l'autre qui est pas mature. Hein? Donc, c'est pas bien. Hein? Donc, qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est d'être mature. Donc, en disant, toi, tu es immature, sous-entendu, qu'est-ce qu'il y a en filigrane ou dans les couches en dessous? Moi, je suis quelqu'un de très mature. D'où vient cet attachement si fort à ce que je sois mature, au point d'être celui qui dénonce l'immaturité des autres? Forcément qu'il y a une graine d'immaturité chez moi. Hein? On peut décliner ça. J'invite vraiment les gens qui sont intéressés par le phénomène de la projection à décliner ça à leur sentiment personnel. Hein. Ce qu'on dénonce ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à incarner et à recevoir en soi. Hein. En dénonçant quelque chose, en critiquant quelque chose, on se met de fait du bon côté de la barrière. Du coup, ça raconte beaucoup plus sur nous que sur celui qu'on dénonce. Hein. Il y a cette petite sagesse populaire qui dit que quand tu montes quelqu'un du doigt, tu en as 4 tournés vers toi. Hein. Non, j'avais ça aussi avec l'intolérance. Je voyais de l'intolérance partout, mais je pense que la première que j'avais, c'était celle que je ne m'autorisais même pas avec moi-même. Je ne tolérais pas grand-chose de moi-même et je la voyais partout, donc je la dénonçais partout, évidemment. C'est ça. Donc c'est magnifique. Et quand on apprend ce nouveau programme, voilà, c'est comme un programme aussi qu'on remet, je trouve que c'est super en fait. Ça permet de prendre cette hauteur assez rapidement. Une forme de transcendance de nos mécanismes dont on a tendance à se plaindre. Exactement, ça évite de gémir trop longtemps.